Et si la fille que vous ignoriez dans la rue était en réalité votre propre sang? Dans cette histoire bouleversante, un milliardaire au cœur endurci croise le chemin d'une jeune fille sans abri. Sans savoir qu'elle est sa fille unique, abandonnée depuis des années. Entre secrets du passé, trahison, révélation, choc et renaissance, préparez-vous à vivre une histoire africaine puissante, pleine d'émotions, de justice et d'amour retrouvé. Abonne-toi, installe-toi confortablement et découvre l'incroyable destin d'Aminata, la fille des rues devenue l'honneur d'un empire. La nuit venait de tomber sur la ville d'Abidjan. La pluie martelait le bitume avec insistance et les rares passants accéléraient le pas pour échapper à l'averse. Dans un recoin sombre du quartier populaire de Treichville, une jeune fille aux vêtements déchirés, pieds nus et le ventre vide, cherchait désespérément un abri. Elle s'appelait Aminata, elle avait 17 ans et vivait dans la rue depuis plus de 2 ans. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Certains disaient qu'elle était orpheline, d'autres qu'elle avait fui un foyer violent. Mais la vérité, Aminata elle-même ne la connaissait pas. Tout ce qu'elle avait, c'était une vieille photo déchirée montrant une femme souriante tenant un bébé et un prénom griffonné au dos, Aïssata. Elle ignorait si c'était sa mère, sa sœur ou même elle-même. Ce soir-là, elle était recroquevillée contre un vieux mur humide, blotti sous un morceau de carton. Elle avait faim, froid, et son corps tremblait de fatigue. Une bande de garçons errants passèrent près d'elle, riant bruyamment, cherchant quelque chose à voler ou à manger. Aminata se serra davantage, priant pour qu'ils ne la remarquent pas. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un quartier huppé de Cocody, M. Tamba Kofi, un milliardaire respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, terminait une réunion importante avec ses investisseurs. À 52 ans, il avait tout, argent, villa, voiture, entreprise, sauf un héritier. Sa femme l'avait quitté il y a 20 ans, après une tragédie dont il ne parlait jamais. Depuis, il vivait seul, entouré de luxe mais rongé par un vide qu'aucune richesse ne parvenait à combler. Ce soir-là, pour une raison inexplicable, il demanda à son chauffeur de ne pas le ramener directement chez lui. « Conduis-moi dans les quartiers populaires. Treichville, ou même plus bas. J'ai besoin d'un peu de réalité. » Le chauffeur, surpris, obéit sans poser de questions. Et dans cette nuit noire, sous une pluie battante, le destin s'apprêtait à réunir 2 âmes perdues. Une fille sans passé et un homme sans futur. La pluie continuait de tomber sur Treichville quand la grosse voiture noire, une Range Rover dernier cri, ralentit à l'angle d'une rue défoncée. Les gens du quartier, habitués aux taxis déglingués ou aux vieilles mototaxis, levèrent la tête avec étonnement. Ce n'était pas tous les jours qu'un véhicule aussi luxueux traînait dans leur ruelle. À l'intérieur, Tamba Kofi observait silencieusement les environs. La misère, les petits vendeurs sous des bâches, les enfants courant pieds nus, le frappaient en plein cœur. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mis les pieds dans ce genre d'endroit. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il sentait qu'il devait être là. « Patron, on rentre ?» proposa doucement le chauffeur. « Non. Ralentis encore. Je veux marcher un peu. Prends le parapluie. » Le milliardaire sortit lentement de la voiture, enfilant un long manteau sombre. Il s'engagea dans la ruelle où Aminata était recroquevillée, à peine visible sous son carton trempé. En entendant les pas s'approcher, elle leva brusquement la tête, les yeux remplis de peur. Son visage était sale, ses cheveux emmêlés, mais son regard avait une intensité troublante. Tamba s'arrêta. Quelque chose chez elle le figea. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement, la voix pleine d'hésitation. Aminata, méfiante, se redressa à peine. Elle ne répondit pas. « Tu n'as pas peur d'attraper la mort ici, dans cette pluie ?» Elle fronça les sourcils, prête à lui crier de partir, comme elle l'avait fait avec d'autres hommes qui voulaient profiter de sa vulnérabilité. Mais celui-là ne ressemblait pas aux autres. Il ne la regardait pas comme une moins que rien. Il y avait dans ses yeux une sorte de tristesse familière. « Tu veux quelque chose à manger ?» reprit-il. Le ventre d'Aminata grogna malgré elle. Il l'entendit. « Viens avec moi. Juste pour ce soir. Je te donne un repas chaud. Un lit. Et tu peux partir demain si tu veux. » Elle hésita longuement. Les rues l'avaient rendue dure et méfiante. Mais la fatigue, la faim et ce regard sincère eurent raison de ses craintes. Lentement, elle se leva. « D'accord, mais je dors près de la porte, » dit-elle fermement. Tamba sourit légèrement. Même dans la misère, cette fille avait une dignité incroyable. Sans le savoir, il venait de tendre la main à sa propre chair. Le trajet retour vers Cocody se fit dans un silence étrange. Aminata, assise à l'arrière de la Range Rover, observait tout autour d'elle comme si elle rêvait. Elle n'avait jamais été dans une voiture aussi confortable.
Elle n'osait pas toucher au siège en cuir ni regarder trop longtemps le chauffeur qui jetait parfois des coups d'œil curieux dans le rétroviseur. Tamba Kofi, lui, ne parlait pas. Il jetait de temps en temps un regard discret vers la jeune fille. Il se posait 1000 questions, mais il sentait qu'il ne devait pas la brusquer. Ce n'était pas une simple fille des rues. Il le sentait, au fond de lui. Arrivée devant le portail monumental de sa villa, Aminata ouvrit de grands yeux. Des lumières partout, des palmiers bien taillés, une maison immense et propre comme un rêve. « C'est ici ?» murmura-t-elle. « Oui. Ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité ici. » À l'intérieur, le personnel fut surpris de voir leur patron ramener une jeune fille inconnue, sale, trempée et silencieuse. La gouvernante, Madame Clarisse, une femme d'un certain âge, s'approcha discrètement. « Monsieur Kofi, c'est qui cette fille ?»« Juste une invitée. Prépare-lui une chambre et qu'on lui apporte de quoi manger et se changer. » Aminata, méfiante, regardait tout le monde avec suspicion. Elle ne touchait à rien. Elle refusait même de s'asseoir dans le grand canapé blanc. Mais quand le plat arriva, un bon riz sauce graine, avec du poisson braisé et une boisson fraîche, sa méfiance s'évanouit peu à peu. Elle dévora tout avec une rapidité presque animale, sous le regard attendri de Tamba. Après le repas, on lui montra la chambre d'Ami. Un vrai lit, des draps propres, des vêtements repassés. Elle n'avait jamais vu ça. Avant de s'allonger, elle sortit la seule chose qu'elle gardait toujours sur elle, la vieille photo déchirée. Elle la posa sur la table de chevet et murmura. « Maman, je crois que j'ai trouvé un endroit où je peux respirer, au moins pour ce soir. » Dans sa chambre, Tamba Kofi, lui, était allongé sans trouver le sommeil. Il repensait à cette fille. Son regard. Son attitude. Cette étrange impression. Ce lien invisible. Il avait déjà aidé des gens. Mais jamais ainsi. Cette fille, il ne savait pas pourquoi. Mais elle comptait déjà. Et pendant que la nuit avançait, le destin continuait de tisser sa toile. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux en soie de la chambre d'Ami. Aminata ouvrit lentement les yeux. Un instant, elle crut rêver. Puis elle vit le lit, les murs clairs, le parfum délicat dans l'air. Ce n'était pas un rêve. Elle était bien dans une vraie maison. Un endroit calme. Un lieu où personne ne criait, ne volait, ne frappait. Elle s'assit, observa un instant ses nouveaux vêtements posés sur une chaise, puis son regard tomba sur la table de nuit, et son cœur s'arrêta une seconde. La photo. Elle n'y était plus. Elle fouilla la table, le sol, la couverture. Rien. Une panique brutale l'envahit. Ma photo, ma photo. Elle ouvrit brusquement la porte et sortit dans le couloir, pieds nus, les cheveux ébouriffés. Ma photo. Où est ma photo ? Cria-t-elle en courant dans le couloir. Madame Clarisse accourut aussitôt. Ma petite, du calme, quelle photo ? Une vieille photo. Une photo déchirée. C'est tout ce qu'il me reste de. Elle ne termina pas sa phrase. La gorge nouée. Pendant ce temps, dans le salon, Tamba tenait cette même photo entre ses doigts. Il l'avait trouvée par hasard, tombée sous le lit, alors qu'il passait voir si elle allait bien. Il l'avait ramassée par respect, sans oser l'ouvrir d'abord. Mais ce qu'il y avait dessus, le laissa sans voix. La femme sur la photo, il la connaissait. C'était Aïssata, son ex-compagne. La femme qu'il avait aimée follement 20 ans plus tôt. Celle qui avait disparu sans un mot après une dispute déchirante. Celle qu'il avait cherchée sans relâche pendant des années, sans jamais la retrouver. Mais pourquoi cette fille avait-elle une photo d'Aïssata ? Aminata surgit dans le salon au moment où il observait encore la photo. Lorsqu'elle la vit dans ses mains, elle se jeta presque sur lui. « Rendez-la-moi. C'est tout ce que j'ai d'elle. » Tamba, encore choqué, la regarda intensément. « Tu connais cette femme ? Tu sais qui elle est ?» Aminata reprit la photo, la tenant contre sa poitrine comme un trésor. « Non, pas vraiment. Je crois que c'est ma mère. On me l'a donnée quand j'étais toute petite, dans l'orphelinat. Personne ne voulait me dire d'où je venais. » Tamba recula d'un pas. Son cœur battait plus vite. Un doute immense, une peur ancienne, et une émotion incontrôlable montaient en lui. Et si c'était possible ? Et si cette fille était sa fille ? Mais il ne dit rien. Pas encore. Il devait d'abord en avoir le cœur net. Il appela discrètement un de ses anciens contacts. « Je veux qu'on me retrouve toute trace d'Aïssata, mort ou vivante, et qu'on fasse un test ADN sur cette fille. Mais discrètement. Elle ne doit rien savoir pour l'instant. » Ce jour-là, sans le savoir, Aminata avait réveillé un passé que le milliardaire croyait à jamais perdu.
Tamba Kofi était resté seul dans son bureau après l'agitation du matin. Il tenait encore la vieille photo dans sa main, incapable de détourner le regard. Il se souvenait de chaque trait d'Aïssata, de sa douceur, de leur amour intense, et surtout de ce dernier jour, 20 ans plus tôt. À l'époque, il vivait une histoire discrète. Aïssata était issue d'un milieu modeste. Tamba, lui, commençait à gravir les échelons dans les affaires. Ils s'aimaient, mais son entourage n'approuvait pas leur relation. Un jour, une dispute violente éclata à propos d'un voyage d'affaires qu'il devait faire à Paris. Aïssata était enceinte, mais il l'ignorait encore. Et ce jour-là, elle partit sans laisser d'adresse. Pendant des mois, il la chercha. Sans succès. Jusqu'au jour où on lui annonça qu'elle avait été vue quittant le pays pour le Mali. Il avait fini par abandonner, mais il ne s'était jamais vraiment remis de cette perte. Et aujourd'hui, voilà qu'une jeune fille surgit des rues, portant son regard, son tempérament, et surtout une photo d'Aïssata, vivait sous son toit. Il regarda par la fenêtre. Dans le jardin, Aminata se tenait debout, un vieux cahier entre les mains. Elle écrivait. Peut-être des poèmes, peut-être ses pensées. Elle avait ce mélange étrange de fragilité et de force. Pendant ce temps, Clarisse, la gouvernante, vint frapper discrètement à la porte du bureau. « Monsieur Kofi, je dois vous dire quelque chose. Ce n'est pas une fille ordinaire. Elle est éduquée. Hier soir, elle a corrigé la petite en anglais. Elle parle mieux que la plupart de nos employés. Et ce matin, elle m'a aidé à organiser la bibliothèque comme si elle avait fait ça toute sa vie. » Tamba hocha la tête, pensif. « Merci, Clarisse. Continue de l'observer, mais ne lui mets pas de pression. Laisse-la libre. » Il était de plus en plus convaincu qu'elle était plus qu'une simple fille des rues. Le soir venu, alors qu'ils prenaient le dîner ensemble, Aminata regarda Tamba droit dans les yeux. « Pourquoi vous m'avez aidé, monsieur? Vous ne me connaissez même pas. » Il hésita, puis répondit doucement. « Parfois, la vie nous pousse à tendre la main, sans savoir que ce qu'on sauve, c'est peut-être nous-mêmes. » Elle ne comprit pas totalement, mais elle sentit une chaleur sincère dans cette réponse. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que les résultats du test ADN étaient déjà en route, et qu'ils allaient tout bouleverser. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Aminata avait été accueillie chez Tamba Kofi. Elle s'était peu à peu habituée à la tranquillité des lieux, aux repas réguliers, à l'eau chaude, et même à la tendresse discrète de la gouvernante Clarisse qui la traitait comme une nièce. Mais malgré le confort, Aminata restait sur ses gardes. Dans la rue, elle avait appris que rien n'était gratuit. Elle craignait qu'un jour, on lui réclame quelque chose en échange. Pourtant, Tamba ne lui avait rien demandé. Il ne lui posait presque pas de questions non plus. Et ça l'intriguait. De son côté, Tamba vivait une agitation intérieure qu'il cachait bien. Il avait envoyé, à l'insu d'Aminata, un échantillon de ses cheveux pour un test ADN, grâce à un contact au laboratoire médical privé Biogen Abidjan. Les résultats devaient arriver aujourd'hui. Toute la journée, il resta nerveux, jetant des regards fréquents à son téléphone. Il avait organisé ses rendez-vous tôt pour être à la maison à temps. Dans l'après-midi, pendant qu'Aminata lisait un roman trouvé dans la bibliothèque, Clarisse entra doucement dans le bureau de Tamba avec une enveloppe à la main. « Un coursier vient de déposer ceci, monsieur. C'est bien ce que vous attendiez, non ?» Il prit l'enveloppe sans répondre. Son cœur battait vite. Il s'enferma dans son bureau, ferma les rideaux, puis ouvrit doucement. À l'intérieur, une feuille blanche, un en-tête officiel et quelques lignes simples. Résultat. Compatibilité génétique père-fille à 99,97%. Tamba posa lentement la feuille sur son bureau. Il était figé. C'était donc vrai. Aminata était sa fille. Sa seule héritière. Tout ce qu'il avait cru perdu depuis 20 ans était là, sous son toit, assise dans son salon, les pieds nus et les yeux fixés sur un livre. Un mélange de joie, de choc et de douleur l'envahit. Comment avait-il pu passer à côté d'elle toutes ces années? Comment Aïssata était-elle morte sans qu'il le sache? Pourquoi avait-elle disparu sans jamais lui dire qu'elle était enceinte? Il voulait la prendre dans ses bras, lui dire toute la vérité. Mais en même temps, il avait peur. Et s'il lui disait, et qu'elle le rejetait? Et si elle refusait de le reconnaître comme père? Elle ne connaissait que la rue, la solitude et la méfiance. Ce soir-là, alors qu'il venait la saluer dans le salon, Aminata le fixa longuement. « Vous êtes bizarre depuis ce matin. Vous allez bien ?» Tamba sourit, dissimulant son trouble. « Oui, je crois que je vais très bien, justement. » Mais dans ses yeux, il y avait une émotion qu'il ne pouvait plus cacher. Car désormais, chaque regard posé sur elle lui rappelait qu'il la tenait enfin, sa seule. Le lendemain matin, la maison s'était réveillée sous un ciel paisible.
Les oiseaux chantaient dans les arbres du jardin, et le calme régnait dans chaque pièce. Pourtant, Tamba Kofi, lui, était déjà réveillé depuis longtemps. Il n'avait presque pas dormi. Il n'arrêtait pas de revoir le document du laboratoire dans sa tête. Aminata est ma fille. Ma fille. Ma seule. Ces mots résonnaient en boucle dans son esprit. Mais maintenant, que devait-il faire? Devait-il tout lui dire immédiatement? Ou l'apprivoiser doucement? La vérité pouvait la choquer. Peut-être même qu'elle ne voudrait pas de lui comme père. Et s'il l'effrayait en allant trop vite? Elle avait l'air si fragile malgré sa force apparente. Il devait avancer avec prudence. Ce jour-là, il décida de passer du temps avec elle. Pas comme un homme riche qui aide une inconnue, mais comme un père discret qui observe sa fille. Il l'invita à prendre le petit déjeuner avec lui sur la terrasse. « Tu aimes les œufs au plat? Ou tu préfères le pain sucré ?» Aminata le fixa un instant, étonnée par cette douceur inattendue. « Je préfère les œufs. Avec un peu de piment, » répondit-elle timidement. Ils partagèrent le repas dans une atmosphère calme, presque chaleureuse. Tamba l'écoutait parler, poser des questions, sourire. Et chaque geste, chaque modèle, lui rappelait Aïssata. À un moment, il la regarda longuement. « Tu sais, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, il y a longtemps. Elle me manque encore aujourd'hui. » Aminata hocha la tête, sans poser de questions. « Moi aussi. Je ne l'ai jamais connue vraiment, mais elle me manque tous les jours. » Ils se regardèrent, sans ajouter un mot. Il y avait dans l'air un silence chargé de vérité qu'aucun des deux n'osait encore prononcer. Dans l'après-midi, Tamba l'emmena visiter sa fondation, qui aidait des jeunes en difficulté. Aminata y vit des enfants qu'elle comprenait, car elle avait vécu ce qu'ils vivaient. Elle sourit à une fillette assise seule et alla lui parler spontanément. Tamba l'observait de loin. Elle avait du cœur, de l'intelligence, et un instinct naturel pour aider les autres. « Elle est vraiment ta fille », pensa-t-il, ému. Mais dans l'ombre, quelqu'un d'autre commençait à s'interroger. Clarisse, la gouvernante, avait surpris Tamba en train de relire le rapport ADN la veille. Elle n'avait rien dit, mais elle avait compris. Et maintenant, elle s'inquiétait. S'il ne lui dit pas bientôt, cette fille risque de découvrir la vérité d'une manière brutale. Le secret commençait déjà à peser. Les jours passaient, et Aminata s'habituait à cette nouvelle vie. Elle n'avait plus peur du silence, elle mangeait à sa faim, dormait enfin sans se recroqueviller, et elle riait parfois. Un rire sincère, qu'elle n'avait pas laissé sortir depuis des années. Mais malgré ce bien-être nouveau, un doute commençait à naître en elle. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Tamba Kofi. Il la regardait souvent comme quelqu'un qui cherche une réponse. Parfois, il semblait vouloir lui parler, puis il se taisait brusquement. Il lui posait des questions subtiles sur son passé, ses souvenirs, ce qu'on lui avait dit à l'orphelinat. Un matin, alors qu'ils prenaient le thé ensemble, elle osa. « Monsieur Kofi, pourquoi vous me traitez comme si j'étais plus qu'une invitée ?» Il sursauta légèrement. Puis, avec un sourire masqué. « Parce que tu le mérites. Tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial. » Elle ne répondit pas, mais son intuition, forgée dans la rue, se réveilla. Il cachait quelque chose. Plus tard, en rangeant un livre tombé derrière une étagère, elle trouva un document plié en 4, oublié là. Curieuse, elle le lut. C'était une note interne d'un laboratoire génétique. Elle vit son nom, puis le mot ADN. Et une mention, compatibilité génétique père-fille confirmée. Ses mains tremblaient. Son cœur tambourinait. Père-fille. Elle ne savait pas comment réagir. Tout s'embrouillait dans sa tête. Tamba Kofi aurait fait un test ADN sans lui dire? Pourquoi? Depuis combien de temps savait-il? Pourquoi ce silence? Elle sentit une colère monter. Pas contre lui seulement, mais contre la vie, contre tous ceux qui lui avaient menti, contre ce passé brisé qu'on ne lui avait jamais expliqué. Ce soir-là, elle évita Tamba. Elle refusa le dîner. Prétexta qu'elle était fatiguée. Mais en vérité, elle préparait ses affaires en silence. Elle ne voulait pas fuir. Mais elle avait besoin d'espace, de réponses, d'air. Dans la nuit, Clarisse la trouva dans le couloir, sac à la main. « Où vas-tu comme ça, Aminata ?» La jeune fille baissa les yeux. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester ici sans savoir qui je suis vraiment. » Clarisse la regarda avec tendresse. Puis, sans dire un mot, elle l'emmena dans sa propre chambre. Elle la fit asseoir, lui apporta de l'eau, et murmura. « Alors écoute-moi, mon enfant. Je vais te raconter ce que lui n'a pas encore eu le courage de dire. » Assise sur le lit de la gouvernante,
Dans la pénombre douce de la chambre, Aminata avait les yeux rivés sur Clarisse. Elle attendait. Elle voulait comprendre. Et au fond d'elle, elle espérait que ce qu'elle allait entendre répondrait à toutes ses questions. Clarisse inspira profondément. Sa voix était posée, presque maternelle. « Ton arrivée ici n'est pas un hasard, Aminata. Le jour où tu es entrée, j'ai vu dans les yeux de Monsieur Kofi quelque chose que je n'avais jamais vu en 20 ans. Le choc, mais aussi l'espoir. » Elle fit une courte pause, puis continua. « Il y a très longtemps, il a aimé une femme. Une belle jeune femme au regard profond. Elle s'appelait Aïssata. Elle était discrète, généreuse, courageuse. Ils se sont aimés comme dans les romans. Mais leur monde n'était pas prêt pour eux. Les familles, les ambitions, les malentendus. Un jour, elle est partie sans laisser de traces. Et il ne savait pas qu'elle portait un enfant. Aminata sentit son cœur se serrer. Il l'a cherchée. Longtemps. Puis un jour, il a reçu un appel d'un ancien ami lui disant qu'Aïssata était décédée, seule, dans un dispensaire de quartier. Il a été brisé. Il ne savait pas qu'un bébé avait survécu. Il a vécu avec ce vide pendant des années. Clarisse la regarda droit dans les yeux. Et ce bébé, c'était toi. Aminata avait les larmes aux yeux. Elle était figée. Tout ce qu'elle avait toujours soupçonné, ressenti, deviné, devenait réalité. Mais pourquoi il ne m'a rien dit? Parce qu'il avait peur. Peur de te perdre une seconde fois. Il a fait un test en cachette pour en avoir le cœur net. Et quand il a reçu le résultat, il était bouleversé. Il ne savait pas comment t'approcher. Il voulait que tu restes, mais il voulait aussi que tu viennes à lui de ton plein gré. Aminata se leva lentement, faisant quelques pas dans la pièce. Donc le milliardaire qui m'a sauvé est en réalité mon père. Clarisse se leva à son tour et posa doucement une main sur son épaule. Oui, mon enfant. Et crois-moi, il n'a jamais cessé d'aimer ta mère. Et il t'aimera, toi, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Le silence remplit la pièce. Et dans ce silence, un mélange de douleur, de soulagement et d'amour prenait racine dans le cœur d'Aminata. Elle savait maintenant qui elle était. Mais elle ne savait pas encore comment lui dire qu'elle savait. Aminata resta éveillée une bonne partie de la nuit. Elle revivait chaque moment passé avec Tamba Kofi depuis son arrivée. Son regard protecteur, sa patience, ses silences lourds de sens. Maintenant, elle savait pourquoi. Il était son père. Mais la douleur de l'avoir découvert par accident ne disparaissait pas facilement. Elle se sentait trahie, et en même temps comblée. Pourquoi il ne me l'a pas dit lui-même? Est-ce que je ne mérite pas de savoir directement la vérité de la bouche de mon propre père? Le lendemain matin, elle descendit lentement au salon. Tamba était déjà là, assis, une tasse de café à la main. Lorsqu'il la vit, il se leva instinctivement. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, mais ne dit rien d'autre. Il sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Son regard n'était plus celui d'une invitée, ni même celui d'une fille timide. Il était intense, pénétrant et douloureux. Ils s'assirent sans parler. Puis, au bout de quelques minutes, Aminata murmura. « Vous m'avez fait faire un test ADN. » Le silence tomba comme une pierre. Tamba sentit un frisson le traverser. Elle sait. Il ne nia pas. Il ne chercha pas d'excuses. Il posa simplement la tasse et la regarda droit dans les yeux. « Oui, je l'ai fait. Parce que j'avais un doute. Et parce que j'avais trop peur de l'espérer sans certitude. » Aminata sentit ses émotions remonter. Sa voix tremblait. « Et maintenant, tu savais. Depuis des jours. Tu m'as regardé, tu m'as parlé, tu m'as menti sans rien dire. Je ne voulais pas te brusquer. Je ne voulais pas que tu te sentes forcé d'accepter un lien que tu ne connais pas. J'ai cru que j'avais besoin de temps. » Elle se leva, les yeux brillants. « Et moi, tu ne penses pas que j'avais besoin de savoir qui je suis? Que j'avais besoin de réparer mes racines? » Tamba se leva aussi, le cœur battant. « Aminata, je suis ton père. C'est vrai. Et je t'ai cherché toute ma vie, sans même savoir que tu existais. Aujourd'hui, je ne veux plus te perdre. Pas une seconde fois. » Un silence lourd s'installa. Puis elle murmura. « Je ne sais pas encore si je suis prête à t'appeler papa, mais je suis prête à apprendre à te connaître. » Un petit sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Mais tu devras gagner ma confiance. Pas en tant que milliardaire. En tant qu'homme. En tant que père. » Tamba sentit ses yeux s'embuer. Il hocha la tête, profondément ému. « Alors je serai là. Chaque jour. Et je ferai tout pour que tu sois fier de me connaître. » Pour la première fois, ils se regardèrent comme un père et une fille. Le mur entre eux était tombé.
Mais dans l'ombre, une nouvelle menace s'approchait. Pendant que Tamba et Aminata tentaient de reconstruire un lien fragile mais sincère, un danger silencieux se réveillait dans un autre coin de la ville. Dans un salon luxueux, une femme faisait tourner nerveusement un verre de vin entre ses doigts. Elle s'appelait Linda, l'ex-fiancée de Tamba Kofi. Ambitieuse, élégante et surtout calculatrice, elle n'avait jamais digéré leur séparation, ni la perte de l'héritage auquel elle s'était crue destinée. Elle avait appris, par le biais d'un avocat corrompu de la société, qu'un test ADN avait été réalisé et confirmé. Une fille. Unique. Héritière directe. Alors c'est vrai. Il a retrouvé un enfant. Et il l'a accueilli chez lui. Elle jeta violemment son verre contre le mur. Le liquide rouge coulait lentement, comme du sang. Linda avait été patiente, attendant son moment pour revenir dans la vie de Tamba. Elle avait toujours espéré qu'il ne retrouverait jamais d'héritier et qu'il finirait par lui céder une partie de ses affaires, par nostalgie ou solitude. Mais cette fille sortie de nulle part changeait tous ses plans. Une fille des rues qui débarque comme ça, et il la reconnaît. Jamais je ne laisserai cette bâtarde prendre ma place. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro. Une voix grave répondit. « Oui, Linda. J'ai besoin de toi. Je veux tout sur cette fille. Où elle vivait, avec qui, ce qu'elle a fait dans la rue. Fouille son passé. Je veux une faille, une honte, quelque chose que je pourrais utiliser pour la briser. Et vite. Considère que c'est déjà fait. » Linda sourit, satisfaite. Pendant ce temps, Aminata, elle, tentait de s'adapter à sa nouvelle réalité. Elle avait commencé à visiter la fondation de son père plus régulièrement. Les enfants s'étaient attachés à elle et elle découvrait un nouveau sens à sa vie. Aider ceux qui, comme elle autrefois, avaient été abandonnés. Mais malgré cette peine naissante, elle sentait au fond d'elle que quelque chose d'obscur approchait. Une nuit, alors qu'elle s'endormait, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. Un simple message, mais suffisant pour réveiller sa douleur. « Tu ne mérites pas cette vie. Tu n'es qu'une fille des ordures. On n'efface pas son passé. » Elle resta figée. Son souffle se coupa. Qui m'a envoyé ça? Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début d'un plan bien plus grand. Le message anonyme avait planté une graine d'angoisse dans le cœur d'Aminata. Elle ne savait pas qui l'avait envoyé, ni comment cette personne connaissait son passé, mais une chose était certaine. Quelqu'un voulait la déstabiliser. Le lendemain matin, elle n'en parla pas à Tamba. Elle garda le secret, pensant peut-être que ce n'était qu'un message isolé. Mais le même jour, alors qu'elle quittait la fondation, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre. À l'intérieur, une photo d'elle plus jeune, fouillant dans une poubelle, le regard dur, les vêtements sales. Et derrière la photo, un mot écrit à la main. « On n'efface pas ce qu'on a été. Tu n'es pas des leurs. » Aminata sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit au sol, la gorge nouée. Elle avait mis des années à enfouir ses souvenirs, à les combattre, à les transformer en force. Mais cette attaque réveillait la honte, l'humiliation. Elle se sentait nue, exposée. Quelques heures plus tard, Tamba la trouva assise seule dans le jardin, les yeux perdus dans le vide. « Aminata, tu es pâle. Tout va bien. » Elle hésita, puis lui tendit la photo sans dire un mot. Tamba la regarda, le visage se fermant aussitôt. Il reconnut la souffrance, le mépris qu'on cherchait à lui infliger. Il leva les yeux vers elle. « Qui t'a fait ça? » « Je ne sais pas. Mais, quelqu'un me surveille. Quelqu'un fouille dans ma vie d'avant. Comme si je ne méritais pas d'être ici. » Tamba se leva, furieux. « Tu mérites ta place ici, Aminata. Tu n'as pas à avoir honte. Ce passé t'a forgé, mais il ne te définit pas. » Il prit la photo, la déchira, et jura de découvrir qui était derrière tout ça. Le soir même, il convoqua Clarisse et son chef de sécurité, un homme de confiance nommé Malik. « Quelqu'un envoie des messages à ma fille. Quelqu'un veut l'humilier. Fouillez tout. Je veux savoir qui entre, qui sort, qui communique avec elle. » Malik hocha la tête. « On va placer des caméras discrètes et surveiller les appels. On trouvera. » Pendant ce temps, Linda recevait les premiers rapports de son complice. L'homme lui avait fourni plusieurs clichés, documents et témoignages sur le passé de rue d'Aminata. Elle regardait les photos avec un sourire méprisant. Parfait. Bientôt, elle se sentira tellement sale qu'elle partira d'elle-même. Tamba mérite mieux qu'une fille sortie des ordures. Mais ce que Linda ignorait, c'est qu'Aminata, malgré la douleur, n'était plus une petite fille fragile. Elle s'était battue pour survivre. Et maintenant, elle était prête à protéger sa nouvelle vie. Les jours suivants furent tendus dans la villa.
Aminata faisait bonne figure devant les employés et les enfants de la fondation, mais au fond d'elle, elle était blessée. Pas par son passé, elle l'assumait, mais par le fait que quelqu'un le lui jetait à la figure comme une insulte, comme une façon de dire « tu n'es pas digne d'être ici ». Tamba, de son côté, avait mobilisé une équipe de sécurité autour d'elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Des gardes en civil, des caméras, des analyses des communications. Mais l'ennemi était habile. Un soir, lors d'un gala de charité organisé par Tamba en l'honneur de la fondation, Aminata fut invitée à monter sur scène pour prononcer un mot. C'était la première fois qu'elle parlait devant un public aussi prestigieux. Elle avait hésité à venir, mais Tamba l'avait encouragée. « Tu es forte, Aminata. Dis-leur ce que tu as dans le cœur. Dis-leur qui tu es. Ne cache plus rien. » Elle avait souri timidement et accepté. Mais au moment même où elle s'apprêtait à prendre la parole, une vidéo apparut sur le grand écran derrière elle. Une vidéo de mauvaise qualité. Une fille en haillons, maigre, fouillant dans une décharge, entourée de chiens errants. Et une voix en fond, moqueuse. « Voilà votre princesse. Voilà l'héritière Kofi. » Le public resta figé. Certains gloussèrent. D'autres furent mal à l'aise. Aminata, elle, était tétanisée. Elle resta droite, le micro à la main, alors que tous les regards se tournaient vers elle. Elle entendit des murmures, des rires étouffés, mais aussi un silence profond, celui de l'attente. Elle pouvait fuir, ou elle pouvait parler. Elle inspira profondément, les mains tremblantes, et prit la parole. « Oui, cette fille sur la vidéo, c'est moi. » Un frisson parcourut la salle. « C'est moi. Une enfant abandonnée. Une survivante. Une fille que la société a ignorée, méprisée. Une fille qui a appris à se battre, seule, dans la saleté, dans le froid, dans la peur. » Sa voix devenait plus assurée. Mais cette même fille est là ce soir. Pas par miracle. Pas par pitié. Mais parce qu'un homme, que j'ai longtemps cru lointain, a choisi de tendre la main au lieu de juger. Cet homme, c'est Tamba Kofi. Elle marqua une pause, les yeux embués. Je suis sa fille. Pas seulement par le sang, par le courage, par la vérité. Et je ne me cacherai plus jamais. Silence. Puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains se levèrent. D'autres pleuraient discrètement. Dans la foule, Linda, présente sous une fausse identité, serra les dents. Cette petite, elle vient de retourner mon coup contre moi. Dans l'ombre de la renommée nouvelle d'Aminata, Linda peaufinait son plan. Elle savait qu'il ne suffisait plus de salir l'image de la jeune fille. Il fallait l'écraser, la faire douter d'elle-même, lui voler la confiance qu'elle avait durement construite. Elle inséra la clé USB dans son ordinateur. Sur le fichier audio, on entendait une voix féminine jeune et paniquée, la voix d'Aminata, enregistrée à l'époque où elle vivait dans les rues. Dans ce court extrait, Aminata suppliait un homme en pleurant. « Je t'en prie, je ne voulais pas voler. J'avais juste faim. Ne m'emmène pas à la police. » Linda sourit. Ce petit moment d'humiliation sera suffisant pour la briser devant les actionnaires. Ils verront qu'elle n'est pas stable, qu'elle est un risque pour l'héritage. Elle envoya l'enregistrement à un contact influent dans les médias, avec un mot anonyme. « Vous voulez savoir qui est vraiment la nouvelle héritière de l'Empire Kofi ? Voici un aperçu. » Mais Linda avait sous-estimé la force d'Aminata et la loyauté de ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, dans le bureau de Tamba, Malik, le chef de sécurité, apporta des résultats d'enquête. Nous avons identifié celle qui se cache derrière les messages et les attaques psychologiques contre mademoiselle Aminata. Tamba fronça les sourcils. Qui est-ce ? Linda. Un silence pesant s'installa. Tamba se leva lentement, le visage dur. Elle ne recule devant rien. Je l'ai connue ambitieuse, mais jamais aussi cruelle. Devons-nous porter plainte ? Tamba réfléchit un moment, puis dit calmement. Non, pas encore. Je veux qu'elle sache que je suis au courant. Et je veux qu'elle ait une chance de se retirer avec dignité. S'il lui en reste. Mais quelques heures plus tard, l'enregistrement fut publié sur les réseaux sociaux et à la télévision locale. Le moment redouté était arrivé. Aminata, en train de supplier, de pleurer, d'avouer qu'elle avait volé un morceau de pain. La vidéo fit le tour du pays en quelques heures. Certains journalistes commencèrent à s'interroger sur son passé. Est-elle émotionnellement stable ? A-t-elle menti sur d'autres épisodes de sa vie ? Le milliardaire Kofi met-il en péril son empire par sentimentalisme ? Mais au lieu de fuir, Aminata choisit encore une fois d'affronter. Elle posta un message vidéo en réponse. On la voyait calme, droite, déterminée. « Oui, c'est moi.
J'ai volé. J'avais 12 ans. Je crevais de faim. Et j'ai eu peur d'être arrêté, peur d'être battu, peur de mourir comme tant d'enfants invisibles. Ce moment-là, ce n'est pas une honte. C'est une cicatrice. Une preuve que je suis toujours debout. Et je ne me cacherai pas. Le message fit mouche. La vague de soutien fut massive. Des ONG, des célébrités, des gens du peuple, tous saluèrent le courage d'Aminata. Ce jour-là, elle devint bien plus qu'une héritière. Elle devint une voix pour les sans-voix. Linda, devant son écran, sentit que la partie lui échappait. Mais elle n'avait pas encore joué sa dernière carte. Le lendemain de sa vidéo virale, Aminata reçut une visite inattendue dans les locaux de la fondation. Une femme âgée, fine, bien habillée, les yeux fatigués, demanda à la voir en privé. « Je m'appelle Madame Kanza. J'étais assistante sociale dans le quartier où tu as grandi. J'ai quelque chose à te montrer. » Curieuse et un peu méfiante, Aminata la fit entrer dans son bureau. La vieille dame sortit un dossier froissé, jauni par le temps. Sur la couverture, il y avait un nom écrit au stylo bleu. Aminata Kofi, enfant non reconnu. Le cœur d'Aminata se mit à battre plus vite. « Tu étais trop petite pour t'en souvenir, » dit Madame Kanza doucement. « Mais j'étais là quand ta mère t'a abandonné. Elle n'a jamais donné ton nom de famille, mais elle t'a laissé avec ce bracelet. » Elle sortit un petit bijou usé en cuivre, avec une inscription presque effacée. TK. Aminata le reconnut immédiatement. Tamba Kofi portait les mêmes initiales sur ses objets personnels, ses cahiers, ses anciens papiers d'étudiant. Ton dossier a été classé sans suite. Mais j'ai toujours gardé ce bracelet. Je savais qu'un jour, il te ramènerait à ton histoire. Aminata était bouleversée. Elle comprenait soudain que tout ce qu'elle avait vécu n'était pas un hasard, mais une boucle qui était en train de se refermer. Le soir même, elle confronta Tamba dans son bureau. « Papa, il faut que je te montre quelque chose. » Elle posa le bracelet devant lui. Tamba le saisit, et ses mains tremblèrent. « Où as-tu trouvé ça? C'est le tien, n'est-ce pas ?» Il hocha lentement la tête, les yeux humides. « Ta mère, elle avait disparu un jour, en me disant qu'elle partait me protéger. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Je l'ai cherchée partout, et je l'ai crue morte. » Un silence pesant s'installa. « Tu étais ma fille depuis le début, » murmura-t-il. Aminata se mit à pleurer doucement. Tout ce vide qu'elle avait porté depuis l'enfance, ce sentiment de rejet, d'abandon, avait enfin un visage, une réponse. « Alors je suis vraiment ta seule. » Tamba la prit dans ses bras avec force, le cœur débordant d'amour et de regret. « Oui, Aminata, tu es ma seule fille. Et je jure de rattraper chaque instant perdu. » Mais ce moment de vérité allait bientôt réveiller un autre danger. Car Linda, tapie dans l'ombre, avait engagé quelqu'un de bien plus dangereux que les rumeurs et les vidéos. Un homme prêt à tout pour détruire Aminata, même à manipuler les lois pour l'effacer du tableau. Pendant que les liens entre Tamba et Aminata se renforçaient enfin à la lumière de la vérité, Linda entrait dans une autre phase de son plan. Elle avait compris que salir l'image d'Aminata ne suffirait pas. Maintenant qu'elle était officiellement reconnue, il fallait l'atteindre par la loi. C'est alors qu'elle contacta Maître Bamba, un célèbre avocat de la capitale, aussi rusé que redouté. Il avait la réputation d'obtenir l'impossible, même si cela impliquait de tordre les règles. « Je veux que cette fille disparaisse légalement de l'héritage Kofi, » dit Linda sèchement. Maître Bamba haussa un sourcil. « Vous voulez contester la filiation. Peu importe comment. Je veux qu'elle perde tous ses droits. Si elle garde ce nom, elle devient dangereuse pour moi et pour mes projets. » Bamba sourit froidement. « Alors il va nous falloir un scandale plus solide qu'un vieux enregistrement de rue. Il nous faut un faux pas juridique. » Au même moment, Aminata recevait une convocation officielle. Elle était appelée à comparaître devant un tribunal privé, à la demande d'un tiers inquiet pour la stabilité de l'Empire Kofi. « C'est quoi ce délire ?» dit-elle en lisant le document. Tamba, en colère, appela aussitôt son propre avocat. Ils veulent remettre en question l'héritage. Sur la base de quoi? Ils vont essayer de prouver qu'Aminata n'est pas émotionnellement stable ou qu'elle est une menace pour les affaires. Ils peuvent manipuler ça juridiquement, surtout si c'est Bamba qui est derrière. Tamba serra les poings. Ils veulent effacer ma fille de ma vie comme si elle n'avait jamais existé? Je ne les laisserai jamais faire. De son côté, Aminata décida de ne pas se cacher. Elle se prépara à affronter la tempête. Elle étudia les codes, les lois, les procédures, avec une avocate que Tamba lui avait recommandée, Maître Naya Doumbia, une jeune prodige du droit, réputée pour défendre les femmes et les orphelins. « Aminata, lui dit Naya, je te le dis sincèrement,
Ils vont essayer de t'accuser d'instabilité mentale, de manipulation affective ou de fraude sur ton identité. Mais tout est vrai. Je n'ai rien caché, répondit Aminata. Ce n'est pas ce que tu caches qui compte. C'est ce qu'ils peuvent faire croire. Aminata hocha la tête. Alors il va falloir que je montre que je ne suis pas seulement une héritière. Je suis une survivante, une battante, et je ne me laisserai pas effacer. Mais dans l'ombre, Maître Bamba avait lancé un piège sournois. Il faisait fouiller les dossiers de la rue où Aminata avait grandi, à la recherche d'un ancien incident, d'un crime oublié, d'un faux témoignage, quelque chose à quoi on pourrait la rattacher, même injustement. Et ce qu'il trouva allait devenir l'arme parfaite. Un vieux dossier de police, impliquant une agression sur un homme mystérieusement disparu, avec un témoin oculaire qui allait bientôt refaire surface. Dans un vieux commissariat poussiéreux de la périphérie d'Abidjan, Maître Bamba feuilletait un dossier jauni au bord déchiré. Sur la couverture, on pouvait lire en lettres rouges. Affaire classée, agression sur la voie publique, suspecte mineur inconnu. À l'intérieur, un bref rapport, une photo floue d'une adolescente sale et amaigrie, un homme blessé au crâne, et surtout, une déclaration manuscrite d'un témoin unique. Je l'ai vue. C'est la petite. Elle l'a frappée avec une pierre. Signé, Kwadio Bakari. Maître Bamba appela aussitôt Linda. Nous avons notre clé. L'affaire a été classée faute d'identité, mais maintenant qu'elle est reconnue publiquement, nous pouvons rouvrir le dossier et l'impliquer. Et ce témoin? Je l'ai retrouvé. Il vit encore. Et il est prêt à témoigner, pour un certain prix. Pendant ce temps, Aminata continuait de préparer sa défense avec Maître Naya. Tamba, lui, ne lâchait pas un seul instant sa fille d'un regard protecteur. Je ne comprends pas, Aminata. Pourquoi toi? Pourquoi tout ce harcèlement, tous ces pièges? Parce que je représente un changement. Parce que je suis tout ce qu'ils ont appris à mépriser. Une fille de la rue qui ose tenir sa tête haute. C'est alors qu'ils reçurent une nouvelle convocation du tribunal privé, avec une pièce ajoutée. Une réouverture officielle d'une enquête judiciaire datant de 11 ans. Et le nom du témoin, Kwadio Bakari. Aminata sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle connaissait ce nom. Ce nom, elle ne l'avait pas entendu depuis des années. Il appartenait à un homme qui l'avait agressée dans la rue lorsqu'elle avait 12 ans. Ce soir-là, elle s'était défendue. Elle avait ramassé une pierre. Elle avait frappé. Il avait saigné. Et elle avait fui. Elle pensait avoir oublié. Il est vivant, demanda-t-elle, la voix tremblante. Apparemment, répondit Naya. Et il veut témoigner contre toi. La nuit venue, Aminata resta seule dans sa chambre. Elle fixa longtemps ce bracelet que Madame Kanza lui avait rendu, celui avec les initiales de son père. Elle se souvenait du sang, des cris, de la peur, de cette ruelle sombre. Elle savait une chose. Si ce témoin apparaissait devant un tribunal, son avenir dans la famille Kofi pouvait être détruit. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Kwadio Bakari n'était pas seulement un témoin. C'était un homme en cavale, avec un lourd passé, et un secret qu'il espérait enterrer à jamais, jusqu'à ce que Linda le paie pour mentir. Et Aminata, au fond d'elle, sentait que cette fois, ce ne serait pas seulement sa parole contre la sienne. Il fallait creuser. Il fallait prouver qu'elle n'était pas la criminelle, mais bien la victime. Parfait, je continue l'histoire en maintenant la cohérence complète avec les parties précédentes. Aminata, tourmentée par les souvenirs d'enfance, expliqua toute l'histoire à Maître Naya et à Tamba. Il m'a attrapé près du marché abandonné. Il voulait me forcer. J'ai crié, j'ai mordu, j'ai couru, mais il m'a plaqué au sol. J'ai juste saisi une pierre, je voulais qu'il me lâche. Tamba, les yeux humides, répondit d'une voix grave. Tu t'es défendue, Aminata. Tu étais une enfant. Tu n'as rien à te reprocher. Mais Maître Naya, pragmatique, leva la main. Nous devons trouver des preuves. Des éléments concrets que ce Kwadio n'est pas fiable. Sinon, même avec ton témoignage, le tribunal pourrait douter de toi. Elle eut une idée soudaine. Ce commissariat où l'affaire a été classée, et ce témoin. Ils ont laissé une trace. Je veux retrouver l'enquêteur qui a classé le dossier. Il pourrait nous dire pourquoi il n'a pas poursuivi Aminata à l'époque. Le lendemain, à force d'appels et de recherches, Naya et Malik, le chef de sécurité de Tamba, retrouvèrent le sergent Diouf, aujourd'hui retraité dans un village côtier. Il les reçut humblement dans sa modeste maison, une canne appuyée à la table. Je me souviens d'elle. La gamine était en larmes. Le type, Kwadio, voulait porter plainte pour agression. Mais après avoir mené mon enquête, j'ai compris que c'est lui qui avait des antécédents. Agression, vol,
Suspicion de trafic. Seulement voilà. Il avait des appuis. On m'a demandé de classer l'affaire sans aller plus loin. Pourquoi ne pas l'avoir inculpé lui? Demanda Malik. Le vieil homme soupira. Parce qu'il avait disparu. Il avait fui la ville. Et la petite aussi. Sans identité, sans famille, elle était introuvable. Naya sortit un dictaphone. Puis-je enregistrer votre témoignage, sergent? Il est crucial. Vous le pouvez. Je veux que justice soit enfin rendue à cette jeune fille. Armés de ce nouvel élément, Naya et Aminata retournèrent préparer leur défense. Pendant ce temps, Maître Bamba et Linda convoquèrent Quadio Bakari dans une suite d'hôtels luxueuses. Mais Quadio, alcoolisé et nerveux, se montrait instable. « Je vais raconter ce que vous voulez, pas de souci, mais vous me payez le double, sinon je parle. »« Parle de quoi ?» demanda Bamba, méfiant. « De la vérité. Que c'est moi qui ai voulu l'agresser. Que vous me payez pour mentir devant le tribunal. » Linda blêmit. « Tu te tairas. Ou je te fais enfermer. » Mais il était déjà trop tard. Ce que personne ne savait, c'est que Malik avait fait surveiller l'hôtel. Et un micro caché avait enregistré toute la conversation. Aminata, en écoutant l'enregistrement, sentit une vague de soulagement la traverser. Elle avait la preuve que ce faux témoin était une fabrication. Cette fois, ils ne pourront plus me faire tomber. Mais Tamba la regarda avec gravité. Peut-être. Mais tu n'as pas encore vu jusqu'où Linda est prête à aller. Car dans l'ombre, Linda s'apprêtait à déclencher la dernière phase de son plan. Faire croire qu'Aminata n'était même pas la fille biologique de Tamba. Elle avait payé un laboratoire pour falsifier un test ADN. Après l'échec de la tentative de manipulation avec le faux témoin, Linda comprit qu'elle devait frapper plus fort, plus sournoisement. Elle engagea discrètement un laboratoire privé douteux où elle envoya 2 échantillons d'ADN censés appartenir à Tamba et Aminata. Mais elle remplaça l'échantillon d'Aminata par celui d'une autre jeune fille. « Je veux un résultat clair et net qui prouve qu'il n'y a aucun lien biologique entre eux. Vous serez largement récompensé, dit-elle froidement au directeur du laboratoire. Quelques jours plus tard, Linda se rendit à la fondation, accompagnée d'un huissier et de Maître Bamba. « Nous demandons à ce que ce document soit versé au dossier, déclara l'avocat en tendant le résultat du test ADN au tribunal privé réuni exceptionnellement. Tamba prit l'enveloppe, déchira le haut, lut rapidement, et son visage devint livide. Résultat. Aucun lien de parenté biologique établi. Un silence glaçant tomba dans la salle. Aminata, tremblante, murmura. Ce n'est pas possible. Linda, faussement surprise, s'avança avec un sourire cruel. Tamba, je suis désolé. Tu as été manipulé. Cette fille n'est pas la tienne. Mais au fond d'elle, elle jubilait. Maître Naya demanda aussitôt une contre-expertise dans un laboratoire indépendant, mais la confusion s'était installée. La presse fut alertée. Les réseaux sociaux se déchaînèrent. Aminata Kofi, une imposteuse. Le milliardaire aurait-il été manipulé? Une héritière de la rue sans ADN. Tamba, lui, refusa de croire aux résultats. Je ne comprends pas. Le bracelet, les papiers, les souvenirs de sa mère. Tout concorde. Ce test est une erreur. Aminata, blessée et humiliée, quitta la salle sans dire un mot. Pour la première fois, elle doutait d'elle-même. Et si elle s'était trompée? Et si elle n'était pas sa fille? Mais dans l'ombre, Malik, toujours vigilant, enquêta sur le laboratoire. Grâce à ses contacts, il découvrit que les échantillons envoyés par Linda ne correspondaient pas aux prélèvements officiels faits sur Aminata. Un scandale de falsification se préparait. Pendant ce temps, Aminata s'enferma dans sa chambre à la fondation. Elle ne mangeait plus. Elle évitait même Tamba. Jusqu'au jour où elle ouvrit un petit cahier que Madame Kanza lui avait laissé. À l'intérieur, un passage du journal de sa mère biologique. Si un jour tu retrouves ton père, montre-lui ce signe qu'il seul comprendra. Un grain de beauté en forme de demi-lune sous ton omoplate gauche. Aminata courut dans la salle de bain. Elle souleva sa chemise et observa dans le miroir. Le grain de beauté était bien là. Elle sut, à cet instant, qu'elle n'était pas folle. Qu'elle était la fille de Tamba. Sa seule. Et qu'elle allait le prouver, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Aminata se leva avec un regard nouveau. Plus de peur, plus de doute. Elle se dirigea calmement vers le bureau de Tamba, où il l'attendait, abattu, les yeux cernés. Elle entra sans frapper. « Papa, je dois te montrer quelque chose. » Tamba leva les yeux, surpris. Elle s'approcha, retira doucement sa veste et tourna le dos. Puis, du bout des doigts,
Elle releva ses cheveux et baissa légèrement le col de sa chemise. Sous son omoplate gauche, un petit grain de beauté en forme de demi-lune apparaissait nettement. Tamba sentit son cœur s'arrêter. Il se leva lentement, s'approcha, posa sa main tremblante sur l'épaule de sa fille. « Ta mère. Elle me parlait souvent de ce grain de beauté. Elle disait que tu l'avais depuis ta naissance. C'était notre secret à tous les deux. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Ils peuvent truquer tous les tests du monde. Mais ça, c'est la vérité du sang. Ils s'enlacèrent longuement. Pour la première fois, aucun doute ne subsistait. De son côté, Malik finalisait son enquête sur le laboratoire de Linda. Il réussit à récupérer des enregistrements vidéo montrant un échange douteux entre un employé du labo et l'assistant personnel de Linda. Avec ça et les analyses des prélèvements officiels comparés aux résultats falsifiés, il constitua un dossier explosif qu'il remit à Maître Naya. Avec ça, on peut les écraser devant n'importe quel juge, dit-il fièrement. Naya n'attendit pas une seconde. Elle appela immédiatement une conférence de presse. Aminata, cette fois, décida d'y participer. Devant les caméras, elle parla avec assurance. « J'ai grandi dans la rue sans savoir qui j'étais. Mais aujourd'hui, je le sais. Je suis la fille de Tamba Kofi. Et aucun mensonge, aucun complot ne pourra effacer cela. » Puis, Naya présenta les preuves de falsification à la presse et au tribunal. Vidéos, enregistrements, témoignages, incohérences dans les rapports. Le public fut choqué. Linda et Maître Bamba furent convoqués pour faux, usage de faux et tentative de fraude sur héritage familial. Tamba, furieux, convoqua Linda en privé. « Tu n'étais pas seulement jalouse d'elle. Tu étais prête à détruire une vie pour préserver ta position. Mais tu sais quoi? Tu viens de tout perdre. Ta place dans ma vie, dans mes affaires et dans cette maison. » Linda tenta de le retenir, mais il lui tourna le dos. « Sors. Tu ne fais plus partie de ma famille. » Pendant ce temps, Aminata, la tête haute, s'adressait aux jeunes filles de la fondation. On peut naître dans la poussière, mais on peut aussi choisir de briller par la vérité, la dignité et le courage. Et ce jour-là, toute la ville commença à voir Aminata non plus comme une rescapée, mais comme une leader. Le scandale avait éclaté partout. La presse titrait en gros caractères. Linda Kofi inculpée pour fraude ADN et faux témoignages. Aminata confirmée comme fille biologique du milliardaire Tamba Kofi. Le retour triomphal de l'héritière des rues. Linda fut convoquée devant le tribunal privé, puis devant un juge d'instruction. Elle risquait 2 ans de prison ferme. Mais malgré tout, Tamba hésitait à porter plainte contre elle. Aminata s'en rendit compte. Un soir, elle alla frapper à la porte du bureau de son père. « Tu veux encore la protéger, n'est-ce pas ?» Tamba soupira. « Elle m'a trahi. Mais je l'ai aussi laissé croire qu'elle avait une place que je ne lui avais jamais réellement donnée. Tu n'as pas à te sentir coupable. C'est elle qui a choisi la haine. Mais moi, je ne veux pas que cette histoire se termine avec de la vengeance. » Tamba la regarda, surpris. « Tu veux qu'on la laisse s'en sortir ?»« Non. Je veux qu'elle réponde de ses actes. Mais je ne veux pas qu'on l'écrase. Je veux qu'on lui montre qu'elle ne m'a pas détruite. Qu'elle a échoué. » Au tribunal, lors de la dernière audience avant jugement, Aminata demanda la parole. Elle se leva face à Linda, les yeux dans les yeux. « Vous m'avez accusé, piégé, humilié. Mais aujourd'hui, je suis encore debout. Et malgré tout, je ne vouais pas. Je vous pardonne. Non pas pour vous, mais pour moi. » Le silence fut total. Linda, incapable de répondre, baissa les yeux. Son masque s'effondra. Tamba, ému, serra la main de sa fille. Finalement, Linda écopa de 6 mois de prison avec sursis, d'une interdiction d'approcher la fondation et d'une exclusion définitive de la succession familiale. Quant à Maître Bamba, il fut radié du barreau pour falsification de preuves. À la fondation, les jeunes filles accueillirent Aminata avec des applaudissements. Elle était devenue un symbole, celle qui avait survécu à la rue, à la trahison, au doute, et qui s'était imposée sans haine, avec foi et droiture. Le conseil d'administration de la fondation proposa officiellement qu'elle devienne la future directrice adjointe. Mais Aminata déclina l'offre, du moins pour l'instant. « Je veux d'abord aller là où j'ai grandi. Dans les rues. Aider celles qui y sont encore. » Tamba hocha la tête avec respect. « Alors je vais Y accompagner. Mais cette fois, en tant que père. » Une nouvelle page s'ouvrait. Et cette fois, ce n'était pas une histoire de rue, mais une histoire d'avenir. Quelques semaines après le scandale, Aminata décida de retourner là où tout avait commencé,
le quartier du marché abandonné, celui où elle avait grandi, survécu, souffert. Tamba Y accompagna, habillé simplement, sans escorte, sans médias. Les habitants, d'abord surpris, les reconnurent peu à peu. C'est elle, Aminata, la fille du milliardaire. Mais c'est la petite qui dormait sous les étals, elle est devenue quelqu'un. Mais Aminata ne cherchait ni gloire ni pitié. Elle alla droit au but. Elle retrouva les enfants errants, les femmes sans abri, les jeunes en rupture. Elle s'agenouilla, leur parla, les écouta. Je sais ce que vous vivez. J'ai mangé dans les poubelles. J'ai eu peur chaque nuit. Mais je suis debout, et vous pouvez l'être aussi. Elle annonça la création d'un nouveau centre d'accueil mobile, financé par la Fondation et porté par elle-même. Il se déplacerait de quartier en quartier pour offrir soins de première urgence, repas, abri temporaire, scolarisation express, soutien psychologique. Tamba, impressionné, proposa de doubler le budget initial. Mais Aminata refusa. L'argent ne changera rien si on ne donne pas aussi du cœur, du respect et de l'écoute. Ce n'est pas une œuvre de charité, c'est un pont vers une nouvelle vie. Dans l'ancien hangar où elle avait dormi adolescente, elle retrouva une vieille dame, presque aveugle, qui l'avait autrefois protégée. Petite Lune, c'est toi. Oui, Mama Jato, c'est moi. Elles s'embrassèrent. Tamba, silencieux, vit toute une partie de la vie de sa fille lui revenir en pleine face, comme un livre qu'il n'avait jamais pu lire. Le soir venu, autour d'un feu, des enfants s'assirent près d'Aminata. Elle leur raconta une histoire. Pas celle d'une riche héritière, mais celle d'une fille abandonnée qui avait trouvé un père et sa dignité. Peu importe où tu dors aujourd'hui, ce qui compte c'est où tu rêves d'être demain. Et cette nuit-là, un espoir nouveau naquit dans les yeux de ses enfants. Un espoir porté par une ancienne fille des rues, devenue la voix des sans-voix. Quelques semaines après le scandale, Aminata décida de retourner là où tout avait commencé. Le quartier du marché abandonné, celui où elle avait grandi, survécu, souffert. Tamba Y accompagna, habillé simplement, sans escorte, sans médias. Les habitants, d'abord surpris, les reconnurent peu à peu. C'est elle, Aminata, la fille du milliardaire. Mais c'est la petite qui dormait sous les étals, elle est devenue quelqu'un. Mais Aminata ne cherchait ni gloire ni pitié. Elle alla droit au but. Elle retrouva les enfants errants, les femmes sans abri, les jeunes en rupture. Elle s'agenouilla, leur parla, les écouta. Je sais ce que vous vivez. J'ai mangé dans les poubelles. J'ai eu peur chaque nuit. Mais je suis debout, et vous pouvez l'être aussi. Elle annonça la création d'un nouveau centre d'accueil mobile, financé par la Fondation et porté par elle-même. Il se déplacerait de quartier en quartier pour offrir soins de première urgence, repas, abri temporaire, scolarisation express, soutien psychologique. Tamba, impressionné, proposa de doubler le budget initial. Mais Aminata refusa. L'argent ne changera rien si on ne donne pas aussi du cœur, du respect et de l'écoute. Ce n'est pas une œuvre de charité, c'est un pont vers une nouvelle vie. Dans l'ancien hangar où elle avait dormi adolescente, elle retrouva une vieille dame, presque aveugle, qui l'avait autrefois protégée. Petite Lune, c'est toi. Oui, Mama Jato, c'est moi. Elles s'embrassèrent. Tamba, silencieux, vit toute une partie de la vie de sa fille lui revenir en pleine face, comme un livre qu'il n'avait jamais pu lire. Le soir venu, autour d'un feu, des enfants s'assirent près d'Aminata. Elle leur raconta une histoire. Pas celle d'une riche héritière, mais celle d'une fille abandonnée qui avait trouvé un père et sa dignité. Peu importe où tu dors aujourd'hui, ce qui compte c'est où tu rêves d'être demain. Et cette nuit-là, un espoir nouveau naquit dans les yeux de ses enfants. Un espoir porté par une ancienne fille des rues, devenue la voix des sans-voix. Après son retour dans les quartiers oubliés, Aminata devint un symbole national. Son histoire toucha non seulement les habitants de sa ville, mais aussi des millions de personnes à travers le pays et le continent. Les médias racontèrent son combat. Les écoles étudièrent son parcours. Les jeunes filles la prenaient pour modèle. Elle fut invitée à un grand forum panafricain sur la jeunesse, où elle prononça un discours mémorable. « Je ne suis pas une princesse tombée du ciel. J'ai marché pieds nus sur l'asphalte brûlant. J'ai connu la faim, la peur et la solitude. Mais j'ai appris une chose, la dignité ne dépend pas de l'endroit où l'on est, mais de ce qu'on choisit de devenir. » Applaudie, acclamée, respectée, Aminata resta pourtant humble. Elle déclina les offres politiques, les contrats publicitaires, et même une proposition de film sur sa vie. Ce que j'ai vécu n'est pas un spectacle. C'est un appel à agir.
Tamba, de son côté, avait radicalement changé. Il avait vendu certaines de ses parts dans les grandes entreprises de luxe pour investir massivement dans des projets sociaux. Écoles, orphelinats, cliniques gratuites. Il s'exprimait peu, mais il disait toujours « Je n'ai pas trouvé ma fille. C'est elle qui m'a retrouvé et m'a réveillé. » Un jour, alors qu'Aminata revenait d'une visite dans un centre de jeunes filles, elle trouva une grande enveloppe sur son lit. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main, de Linda. « Tu avais raison. J'ai voulu détruire ce que je n'avais jamais compris. Je te demande pardon, pas pour effacer mes fautes, mais pour te reconnaître enfin comme celle que je n'aurais jamais pu être. » Aminata posa la lettre sur sa table. Elle ne savait pas encore si elle allait répondre. Mais au fond d'elle, elle sentit que quelque chose venait de se clore. La fondation lança un nouveau programme. Une seule chance, pour les enfants des rues, inspiré directement du parcours d'Aminata. Et dans les brochures, une phrase ressortait. Parce qu'il suffit parfois d'une seule rencontre pour changer une vie. Et partout dans la ville, des affiches montraient le visage d'Aminata, souriante, humble, entourée d'enfants. La fille des rues était désormais la fierté d'une nation. 3 ans plus tard, la ville avait changé. Là où il y avait autrefois des enfants dormant dans les caniveaux, s'élevaient désormais des centres de vie communautaires, des écoles gratuites et des maisons de réinsertion. Et au cœur de tout cela, le nom d'Aminata brillait comme une lumière inextinguible. Tamba Kofi, plus vieux mais apaisé, marchait aux côtés de sa fille dans les couloirs d'un centre flambant neuf. « Tu as fait plus avec ton cœur que moi avec mes milliards, » murmura-t-il. « Non, papa. On l'a fait ensemble. Moi, j'ai tendu la main. Toi, tu m'as appris que même les hommes puissants peuvent se mettre à genoux pour réparer leurs erreurs. » Un matin, Aminata reçut une lettre officielle. Elle venait du président de la République, l'invitant à recevoir la médaille du mérite national pour son impact social et humanitaire. Elle hésita. Elle n'avait jamais agi pour la gloire. Mais ce jour-là, sur scène, elle prononça ces mots devant des milliers de citoyens, et en direct à la télévision. « Je ne suis ni une sainte, ni une héroïne. Je suis juste une fille qui a décidé de se lever, au lieu de rester à genoux devant l'injustice. S'il faut retenir une seule chose de ma vie, retenez ceci, peu importe où vous commencez. C'est l'amour, et non l'origine, qui décide de votre vraie valeur. » Le public se leva pour une ovation. Parmi eux, Mama Jato, les jeunes filles qu'elle avait sauvées, les enfants de la rue devenus élèves, les ouvriers du centre, et Tamba, les larmes aux yeux. Plus tard ce soir-là, dans sa chambre, Aminata accrocha la médaille à un mur nu, à côté d'une photo d'elle enfant, sale, seule, dans la rue. Et elle murmura doucement. « À toi, la petite fille que j'étais. Tu as survécu. Tu es devenue quelqu'un. Et tu n'es plus seule. » Et c'est ainsi que se termina l'histoire d'Aminata. La fille perdue, devenue le pilier d'un peuple. Une histoire de douleur, de vérité, de pardon. Mais surtout, une histoire d'amour retrouvée entre un père et sa seule vraie fille.